Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la saison 2 des temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Bonjour Alexia. Bonjour Christine, bonjour à tous. Eh bien, pour ce sixième épisode, nous avons choisi de redécouvrir l'agence Erasmus+ et ses diverses missions. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Susanna Major, ingénieure de promotion et d'animation EPAL à l'agence Erasmus, et Monsieur André Chauvet, consultant et expert conseil en évolution professionnelle, orientation EPAL. Bonjour à tous les deux et merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Bonjour. Alexia, je te laisse donner Oui, quelques infos pour nos invités et puis alors nos participants. notre petit rituel habituel pour ceux qui nous suivent. Bonjour à nos intervenants, on est ravis de vous accueillir. Donc, comme d'habitude, vous avez la possibilité pendant tout le webinaire de poser des questions à nos invités. Donc, pour ça, il faut utiliser le chat que vous trouverez sur votre barre de tâches en bas de votre écran. Vous pouvez utiliser également la rubrique de questions-réponses. On retraitera les éléments avec nos experts au fil de l'eau. 2e point important, le webinaire est enregistré. Vous aurez accès au replay sur le site, de Amphore et puis vous aurez également accès, on vous l'enverra par mail, à une petite infographie de synthèse qui retracera les points clés qu'on aura vus ensemble ce matin. Et Très vous bien, pouvez retrouver, puisque la question est posée, les autres épisodes, on va vous les de communiquer. nos temps forts, également sur le site, du Cariforef avec les infographies. Il y a une page, où vous pouvez retrouver tous les éléments. Très bien, merci beaucoup Alexia. Eh bien, nous allons démarrer. Donc, je vais m'adresser à nos intervenants et notamment auprès de Susanna pour lui demander de nous expliquer en quoi consiste le programme Erasmus+. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci déjà du coup à Christine et Alexia de nous avoir donné cette opportunité. Je suis ravie de pouvoir parler un peu d'Erasmus+, à tous les acteurs de l'emploi et de la formation de Bourgogne-Franche-Comté. C'est vrai que peut-être, ce qui, est important de savoir par rapport à l'objectif de cette intervention, c'est qu'on ne va pas du tout rentrer dans le détail, mais c'est plutôt offrir, le panorama, pardon, des opportunités, dont peuvent bénéficier justement tous les acteurs de la formation, puisque encore trop, souvent, on associe le programme Erasmus+ aux acteurs de l'enseignement supérieur, aux étudiants, alors que le programme Erasmus+ est extrêmement riche. Donc, je vais, partager, hop, un PowerPoint, hop là, sans vouloir trop voilà. Normalement, vous devez y avoir accès. Alors peut-être en introduction, rappeler justement quels sont on parle souvent d'Erasmus+. Alors pourquoi le plus, d'Erasmus? C'est vrai qu'initialement, le programme s'appelait, éducation et formation tout au long de la vie, avec à l'intérieur de ce programme plusieurs sous-programmes qui étaient destinés à des publics différents, donc Comenius, Grundtvig, Leonardo, bref, je ne rentre pas dans le détail. Et le plus connu était Erasmus pour les acteurs de l'enseignement supérieur. Et justement, la Commission européenne a décidé de se saisir justement de la grande popularité de ce programme-là, pour essayer justement de montrer que Erasmus+ était également ouvert à d'autres publics. Alors, en 2021 et 2027, puisque ce sont des programmations de 7 ans, on dit que la philosophie du programme est dans son ADN, c'est un programme qui est plus responsable. Alors pourquoi plus responsable? Parce que justement la notion de transition écologique et également d'inclusion, ce sont 2 priorités très fortes du programme Erasmus+, ce qui était moins le cas dans la programmation, antérieure. Alors c'est également un programme plus ouvert puisque voilà, cette notion d'égalité des chances et de mobilité pour tous, est un axe extrêmement important et également la dimension internationale du programme avec l'ouverture justement, à d'autres pays que les pays, participants, les 33 pays participants, pour le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle et le secteur de l'enseignement supérieur. Et également, c'est un programme plus ambitieux puisque, d'une part, il y a quand même la volonté que chaque citoyen puisse bénéficier de ce programme et de
participer à des mobilités Erasmus+. Et donc, pour ce faire, il y a eu une augmentation de plus de 80% du budget par rapport à la programmation antérieure, ce qui représente à peu près 28 milliards d'euros, dont plus de 2 milliards qui sont donnés à la France. Alors, les priorités du programme Erasmus+, elles sont au nombre de 4. Et on voit effectivement que ces priorités-là sont en lien avec les priorités de l'ensemble des programmations aussi européennes. Donc, d'une part, il y a l'inclusion et la diversité. Il y a vraiment une volonté de la part de la Commission européenne d'afficher clairement que le programme doit également se destiner à des publics les plus éloignés de l'emploi, des publics vulnérables, des publics en situation de handicap et aussi du coup à tout type de structure, c'est-à-dire que pas uniquement les grandes structures, pas uniquement les grandes universités, les grandes écoles, les collectivités, mais aussi à des associations, des petites structures, des petites écoles, des écoles de maternelle, des crèches, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le programme, la deuxième priorité, c'est aussi cette volonté de mettre en avant la citoyenneté européenne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, c'est justement cette année, ce sont les années des élections européennes. Et ben, c'est de faire comprendre aux citoyens ben, qu'est-ce que c'est que l'Europe, quels sont les avantages de l'Europe pour tous les citoyens justement qui sont européens. Et puis aussi ce sentiment, ben, pour comprendre l'Europe pour justement se sentir plus européen, citoyen européen. Donc, le programme permet aussi d'avoir des modules qui permettent d'expliquer à tous les publics ce que représente l'Europe et quel est l'avantage pour eux d'être européens. La troisième priorité, on l'a vu en ouverture, c'est justement la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Alors, c'est vrai que ça peut être assez paradoxal pour un programme de mobilité, donc où justement on est amené à se déplacer en Europe. Mais justement, il y a eu aussi tout un travail, une réflexion pour voir comment Erasmus+ pouvait aussi contribuer aux objectifs de la Commission européenne, notamment de réduire les émissions à effet de serre de moins de 55% d'ici 2030. Alors, l'un des premiers éléments qui a été mis en place, c'est justement de donner des financements supplémentaires aux projets qui utilisent de la mobilité douce, c'est-à-dire qui vont plutôt prendre le train plutôt que de prendre l'avion. Donc, il y a des points supplémentaires au niveau des candidatures et il y a aussi des fonds supplémentaires. Donc, ça, c'est un des éléments. Et puis, un autre élément très important, c'est qu'il y a aussi, au-delà de la mobilité, en fait, l'ensemble des projets ont des thématiques et les projets, justement, qui participent à l'éducation au développement durable sont très encouragés par la Commission européenne et aussi au niveau national par les ministères de tutelle. Et donc, justement, il y a des points supplémentaires pour les projets qui s'inscrivent dans cette priorité-là. Et enfin, la quatrième priorité, c'est justement tout ce qui concerne la transformation et l'éducation numérique. C'est la transformation, les transitions digitales, hein. C'est aussi des priorités que l'on retrouve chez les acteurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation. Alors, comment ça s'inscrit dans le programme Erasmus+? Enfin, qu'est-ce que l'on veut dire par là? Ben, dans un premier temps, il y a déjà une vraie volonté de vouloir transformer justement de façon digitale toute la gestion du programme Erasmus+, c'est-à-dire que on est passé de candidature papier, voilà, enfin, et d'utiliser les applications et la richesse du numérique pour essayer de simplifier justement la gestion du programme et aussi à la fois par les agences, mais surtout pour les bénéficiaires et les bénéficiaires finaux. Alors, c'est un processus qui est assez complexe, mais effectivement, on voit déjà que maintenant, tout a été dématérialisé, ce sont des formulaires en ligne, etc. Et le deuxième point, justement, de cette transformation digitale, c'est le fait d'encourager les projets qui favorisent justement l'acquisition des compétences numériques de base pour l'ensemble des citoyens. Et pas que, il y a aussi tout un travail, aussi les projets qui vont de plus en plus travailler également autour de l'intelligence artificielle, mieux comprendre l'intelligence artificielle, comment mieux se prémunir aussi de certains effets de cette intelligence artificielle, construire une intelligence artificielle responsable.
Et également l'éducation aux médias. Alors, l'éducation aux médias pour tous, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, comment des projets qui vont apprendre aux enfants également à mieux, se former justement aux informations fiables, mais également à tous les citoyens, les seniors. Et puis voilà, chaque citoyen européen doit aussi avoir une bonne information pour pouvoir s'informer justement face à cette masse de fake news. Alors, vous avez ici l'architecture globale du programme Erasmus+. En fait, c'est la clé d'entrée pour mieux comprendre le programme, pour mieux s'orienter dans le programme. Il faut savoir quand même que on s'adresse bien entendu à ce qu'on appelle nous nos bénéficiaires finaux. Ce sont les étudiants, les formateurs, les enseignants qui vont pouvoir justement aller se former, s'informer, étudier à l'étranger, mais ce sont les organisations qui vont justement mettre en place ces projets Erasmus+. Donc, on est bien dans des projets structurels et non pas, ce ne sont pas les personnes qui vont venir demander à l'Agence nationale ou à la Commission européenne des bourses. Ce sont leurs structures qui vont faire cette démarche-là à partir d'un plan de développement européen. Alors, les 6 secteurs sont donc l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur, l'enseignement et la formation professionnelle, qui est justement un secteur qui peut vous intéresser. Le secteur de l'éducation des adultes, alors ça aussi, c'est un secteur qui est moins connu et qui pourtant est extrêmement important puisqu'il y a des fonds qui sont en nette augmentation et c'est le secteur où encore l'enveloppe budgétaire est sous-consommée, c'est-à-dire que comme il est moins connu que les autres secteurs, c'est là où il y a de l'argent et que cet argent n'est pas utilisé dans sa globalité. Donc, c'est aussi là où, pour les acteurs notamment de l'inclusion, enfin, qui sont en lien avec des publics vulnérables, ben, ils ont plus de chances effectivement d'obtenir des financements Erasmus+. Alors justement, par éducation des adultes, c'est tout ce qui concerne la formation non formelle et informelle. Donc, il y a les acteurs de l'ESS, mais aussi des acteurs de l'éducation populaire, des acteurs justement en lien avec voilà, ça peut être des missions locales aussi. Enfin, tous les publics vulnérables qui ne sont pas dans des parcours de formation certifiante peuvent s'inscrire dans le secteur de l'éducation des adultes. Il y a aussi un volet qui est le volet jeunesse et qui est géré et le volet sport, du coup, qui sont aussi des actions autour ben, justement du sport. Cette année, je pense qu'il va y avoir une importance assez forte puisque les Jeux olympiques se déroulent à Paris. Donc, c'est comment aussi, voilà, ça peut être autour de la reconversion professionnelle des sportifs, ça peut être aussi autour des valeurs du sport, ça peut être aussi autour des publics vulnérables, comment le sport peut aussi les réinsérer. Voilà, il y a c'est une priorité qui s'inscrit, enfin, un secteur qui s'inscrit aussi dans les priorités générales d'Erasmus+. Donc là, ce sont les 6 secteurs et vous avez les 3 actions clés. Donc, il y a beaucoup de jargon dans l'enseignement et la formation professionnelle. Il y en a aussi beaucoup dans Erasmus+, donc j'ai essayé de simplifier. Mais c'est vrai que ce sont des termes que l'on va retrouver assez fréquemment. Donc, c'est bien de comprendre que voilà, ce sont ces 3 entrées-là qui vont décrire le type d'opportunité. Donc, il y a d'une part les actions de mobilité des individus, des mobilités d'apprentissage. Heu, Ensuite, il y a des possibilités de coopération pour favoriser l'innovation et l'échange de pratiques. Donc là, ce sont vraiment les 2 actions qui peuvent vous concerner et concerner vos structures. Et puis, il y a une troisième action clé qui est plutôt, une action, qui, vise des projets, centralisés, pardon, qui sont gérés, heu, à la Commission européenne, en lien avec les structures, des différents pays, mais sur d'autres dispositifs. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Alors, concernant justement cette première typologie d'opportunités, donc l'action clé 1, ce sont donc des projets de mobilité, d'apprentissage, de formation et de stage. Donc, il y a 2 publics qui peuvent bénéficier justement de ces mobilités-là. Alors, il y a bien entendu les apprenants, donc les étudiants, ça peut être aussi des personnes en situation de recherche d'emploi, ça peut être des formateurs, etc. Mais, alors, pardon, pas formateurs, plutôt des apprentis, pardon, donc qui peuvent aller faire des études, des stages, des séjours d'apprentissage en groupe également, ou alors, avec des accompagnateurs, ou, des séjours d'apprentissage, voilà, individuels pour des apprenants, donc au sens large et qui peuvent aller justement se former, dans l'un des, 33 pays participants du programme Erasmus+. D'autre part, voilà, il y a aussi la possibilité pour les
professionnels, pour les personnels en fait des structures qui ont des projets Erasmus+, de pouvoir bénéficier du programme. Et justement, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Ben, il est possible d'aller faire un stage d'observation dans un de ces pays européens, d'aller suivre une formation. Donc, ça peut être une formation autour du numérique, ça peut être une formation autour justement des tiers-lieux, ça peut être une formation autour de l'orientation, etc. Il y a aussi la possibilité d'aller enseigner ou d'aller faire une période de formation dans une structure en Europe et la possibilité d'accueillir un professionnel dans sa structure qui justement peut vous apporter un peu de son expertise, une expertise qui a pas forcément au sein de cette structure-là et qui a été identifiée dans une autre structure à l'étranger. Alors c'est vrai que parfois il y a aussi toujours cette question de la barrière linguistique. Il est aussi tout à fait possible de faire des projets avec et des mobilités dans des pays francophones. Donc il y a quand même la Belgique, il y a également le Luxembourg et puis, il y a énormément de pays qui sont aussi, comment dire, avec où la francophonie est assez présente, notamment au Portugal. Il y a quand même énormément de structures avec des personnes qui parlent français ou encore en Roumanie. Donc voilà, il ne faut pas que enfin, que la langue soit une barrière linguistique. Il y a énormément de projets avec des personnes qui n'étaient pas très à l'aise avec l'anglais ou avec d'autres langues et qui se sont lancées dans Erasmus+. Et justement, ça peut être aussi une façon de commencer peut-être avec des pays francophones. Et donc, l'autre typologie de projets et d'opportunités Erasmus+, c'est donc cette action clé 2, avec des projets, alors deux types de projets. D'une part, les projets de partenariat simplifié. Alors justement, il y a une volonté aussi de la Commission européenne pour que des petites structures ou des structures qui soient enfin, une structure qui veut se lancer dans Erasmus+, et qui n'a aucune connaissance justement du programme et de cette ingénierie de projet, puisse aussi bénéficier de cette opportunité-là de partenariat. Donc, ils ont fait des projets simplifiés qui peuvent commencer justement avec justement entre deux organismes dans deux pays. Donc, ça peut être voilà, un organisme en France et un organisme en Belgique. Et au niveau des candidatures et des budgets, ce sont aussi des modalités simplifiées, puisque ce sont des projets qui sont forfaitaires, avec des forfaits qui sont entre 30 000 ou 60 000 euros en fonction des ambitions du projet, et aussi avec une flexibilité également dans la durée du projet, c'est-à-dire que les activités d'échange de pratiques doivent se dérouler dans une période de 6 à 24 mois. Et un autre type de partenariat, qui est d'envergure plus importante, ce sont les partenariats de coopération. Donc là, on voit déjà qu'il faut 3 organismes de 3 pays minimum, puisqu'il y a vraiment cet aspect coopération européenne qui est très important, et avec des budgets aussi qui sont plus importants, qui vont de 120 000 à 400 000 euros. Donc, ce sont quand même des sommes assez importantes et donc qui ont des attendus qui sont aussi un peu plus ambitieux que ceux des partenariats simplifiés, avec notamment la conception, le transfert ou l'utilisation de nouvelles méthodes, de méthodes innovantes. Ça peut être la construction d'un MOOC autour de l'illettrisme. Ça peut être aussi comment mieux insérer les personnes en situation de handicap dans son milieu professionnel. Voilà, vous avez vraiment une large palette de sujets qui peuvent être travaillés dans le cadre de ces projets-là. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions ou Alors, Christine. pour l'instant, il n'y a pas de questions, hein, on va vous laisser continuer. Effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir illustrer un petit peu les premiers éléments pour témoigner un peu de la plus-value qu'apporte la coopération européenne. Donc, on va vous laisser la main sur le témoignage. Ben, super, justement, du coup, voilà, André va peut-être, enfin, va nous parler notamment au-delà de la valeur ajoutée européenne, aussi d'un exemple de projet auquel tu participes. Donc, peut-être rappeler, voilà, c'est ça, c'est quel est ce projet, comment ça s'est passé, les origines du projet Erasmus+, et la thématique, bien entendu, à qui il s'adresse, etc. Oui, merci beaucoup, Susanna. Donc, ravi de venir témoigner. Donc, moi, je ne rentrerai pas dans les détails organisationnels et techniques, mais plutôt dans la question du fond. Peut-être dire juste en préambule, avant de dire quelques mots sur le projet lui-même. Tu l'as très bien dit, Susanna, c'est-à-dire que le fait d'être une petite structure n'est pas un obstacle. Le témoignage que je vais apporter, il renvoie, en fait, je suis président d'une petite association, Kelloa, pour lesquelles c'était impensable il y a quelques années d'imaginer un projet européen avec 6 autres pays européens sur un thème comme ça. Et en fait, Erasmus a facilité ça.
et a produit des choses tout à fait intéressantes. Un autre élément que tu as évoqué qui me paraît très important, les priorités européennes, les questions d'inclusion, de citoyenneté, de soutenabilité, etc., sont des préoccupations européennes majeures. Et en fait, tous les pays sont confrontés à des dilemmes éducatifs par rapport à cette question-là. Et il me semble que notre capacité à trouver de la ressource, à trouver des modes de coopération et à fabriquer de l'intelligence collective autour de sujets sur lesquels on peut être, nous, individuellement démunis, dans les systèmes dans lesquels on est, c'est vraiment quelque chose d'important. On y reviendra sur la question des palmes, mais repenser le fait que les problématiques communes sont des problématiques partagées au niveau européen et que, en fait, les organisations toutes essayent de trouver des solutions, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant pour nous. Alors, sur le projet lui-même, c'était un projet catégorie enseignement et formation professionnelle, et l'idée, c'était de réfléchir à des modalités d'alternance, comparer des modalités d'alternance centrées sur le concept de l'apprenance. En fait, le projet s'appelle Apprenance, hein. Et en fait, il est intéressant parce qu'il permettait de croiser finalement des pays européens très différents, l'Islande, le Portugal, la Slovénie, la Belgique, alors à la fois francophone, pas francophone, l'Irlande, etc. De comparer la manière de penser des processus d'alternance, c'est-à-dire l'apprentissage par l'expérience, dans des environnements tout à fait différents. Alors, juste pour aller vite, parce que c'est surtout ce que ça apporte dans d'autres projets européens qui va être un enjeu. La première chose, il me semble, qui est extrêmement intéressante, c'est que ça nous permet de sortir notre microcosme personnel, à la fois de notre jargon et de notre concept. Par exemple, pour nous, travailler avec des partenaires européens sur des questions d'apprenance, c'était une forme d'évidence, c'est-à-dire tout le monde maîtrisait ce que c'est que l'apprenance. Et en fait, très très vite, on s'est rendu compte que voilà, le projet est porté par l'Union nationale des maisons familiales rurales, dans lesquelles il y a une conception de l'alternance, une conception de l'apprenance, etc. Et en fait, nos collègues européens, quand on leur a parlé de ça, on a essayé de leur discuter le coup par rapport à ça. C'était assez éloigné comme concept de la manière dont ils pensaient les choses. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous oblige à sortir de notre zone de confort pour à la fois tester des choses qui sont évidentes pour nous. Apprendre, par exemple, hein, apprendre serait partagé. Ben, en fait, c'est pas du tout partagé de la même manière. C'est-à-dire, et en fait, on est obligé dans un projet européen de travailler sur une traduction même du projet qu'on a fabriqué soi-même. C'est-à-dire traduire dans un langage compréhensible par des tiers ce qu'on a inventé. Et alors, il y a une espèce de triple traduction, c'est-à-dire il faut le traduire dans la langue, c'est-à-dire que nous, en prononce learnance, par exemple, en anglo-saxon, mais en fait, c'est pas satisfaisant. Il fallait essayer déjà de trouver un moyen de parler un langage commun, le traduire pour qu'on arrive à finalement transformer le projet pour que tout le monde trouve des choses qui pouvaient le préoccuper lui-même, et que chaque État et que chaque structure soit capable de le traduire opérationnellement dans le travail qu'elle peut mener elle-même. Et ce travail, alors c'est pour ça qu'on a un peu théorisé la question de la traduction. Erasmus, c'est un moyen de traduire et d'enrichir les pratiques qui sont les siennes. Ça, c'est très important parce que le risque qu'on a, c'est finalement de brasser des évidences entre nous, c'est-à-dire d'être convaincus nous-mêmes de la pertinence de ce qu'on fait, et que c'est parce qu'on est confronté à l'altérité, à l'autre, dans des contextes différents, qu'on est amené à préciser ce qui relève du local et ce qui relève du global et de l'universel. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que ça nous oblige à la fois de comprendre qu'on est tous situés géographiquement, institutionnellement, historiquement et culturellement dans des enjeux particuliers. Si vous êtes voilà, un établissement de l'alternance issu du patronat, par exemple, c'est pas du tout la même chose que si vous êtes dans une école de la deuxième chance à Porto. Et les conceptions même de l'apprenance, les conceptions du sujet, la manière d'apprendre, etc., ne seront pas du tout les mêmes. Et les confronter, les délibérer, c'est d'une richesse tout à fait incroyable. Donc l'idée à la fois de traduire, de faire évoluer les modèles est très intéressant, mais il y a quelque chose qui va être tout à fait intéressant aussi, c'est qu'on est obligé de fabriquer de la négociation. C'est-à-dire qu'on doit s'accorder à un moment donné pour... on peut, celui qui dépose le projet, il a une idée, mais à un moment donné, il va le tester par le réel dans des environnements différents où on doit tous finalement trouver des modalités de négociation pour s'accorder sur quelque chose qui a une valeur plus grande que ce que chacun fait localement. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est passer d'une logique de confrontation de points de vue différents, c'est-à-dire uniquement la logique comparative, on compare les systèmes, on compare les institutions, pour fabriquer quelque chose, et l'Europe est magnifique pour ça,
dans lequel on peut avoir une forme de consensus à la fois théorique, de modélisation, ce qu'on est en train de construire aujourd'hui dans le projet Apprenance, hein, une espèce de guide référentiel de ce que pourrait être une conception de l'apprenance et de l'alternance, dans lequel les modalités d'apprentissage, le point de vue des personnes dans la conception de l'apprentissage et la posture du professionnel sont finalement repensés dans une logique un peu collective, dans lequel il y a quelque chose qui peut sortir à la fois qui a de l'intérêt localement pour chacun, c'est-à-dire comment chacun le traduit localement dans l'environnement et le contexte dans lequel il est, mais aussi le faire monter à un niveau de généralité suffisant pour que l'Europe puisse s'en saisir éventuellement pour en fabriquer quelque chose qui a une valeur commune. Et il me semble que l'articulation entre le local et ce qui relève de la communauté dans le champ de la formation, là, un projet européen de type Erasmus est tout à fait intéressant. Euh, euh, et aussi parce qu'on est délocalisé, même si c'est compliqué avec le réchauffement climatique, se déplacer. Nous, ça a été une grosse contrainte sur les billets d'avion, enfin, etc. Faire Porto-Islande en train, c'est juste pas possible, quoi. Et donc, du coup, on a été confronté à des dilemmes. Est-ce qu'on se déplace, est-ce qu'on ne se déplace pas, est-ce qu'on fait tout à distance, etc. Et en fait, quand tu ne rencontres pas les gens localement, c'est très compliqué aussi. Donc ça, c'est peut-être des contraintes qu'on évoquera, mais l'idée de la délocalisation des notions qui sont les siennes, de les confronter, de les mettre en travail pour en produire quelque chose qui a de la valeur locale et qui a de la valeur communautaire, ça me paraît tout à fait intéressant. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est très intéressant parce que là aussi, pour l'expérience d'autres projets européens, la capacité à faire communauté, elle peut perdurer après le projet Erasmus. Et ça, je voudrais conclure là-dessus en disant, moi, j'ai tissé des liens avec des collègues portugais depuis 10 ans sur des projets européens et dans tous les projets, on est ensemble, quoi. Et il me semble que ça, c'est intéressant parce que ça nous oblige à nous affranchir des systèmes institutionnels dans lesquels on est et de les repenser dans des logiques de citoyenneté plutôt au service du bien commun et au service de la jeunesse plus largement, mais pas que de la jeunesse, et dans une perspective inclusive. Voilà ce que je pourrais dire comme témoignage. Ben, merci André. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions des participants, si justement, je crois qu'il y a une question. Oui. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez monté le projet et les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, peut-être dans les grandes lignes, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses. Alors, du coup, je ne vais pas rentrer dans le détail technique parce que moi, j'étais juste partenaire et c'est pas moi qui ai monté le dossier, c'est l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation qui a une grande habitude historique de monter des projets européens. Alors, je pourrais dire que moi, en tant que participant au projet, c'était d'une grande simplicité. En fait, et je disais à mes collègues, oublie-moi, quoi, parce que monter un projet européen, ça me paraissait très, très compliqué. Et en fait, c'est plus le pilotage et le respect des règles elles-mêmes qui est plutôt, enfin, je ne vais pas dire complexe, il est contraignant parce qu'on manipule de l'argent public et qu'il est tout à fait légitime qu'on rende des comptes. Par contre, sur le dépôt du dossier, etc., je trouve qu'il y a une grande simplification aujourd'hui. Il y a beaucoup d'appui. On peut trouver facilement des partenaires. On va y revenir, hein. Susanna peut le dire, mais moi, j'encourage aujourd'hui, Susanna, tu l'as évoqué, hein, l'économie, le SF, par exemple, s'investit pas beaucoup aujourd'hui dans des projets européens. Et je trouve que c'est dommage parce que justement, sur les perspectives inclusives, il y a vraiment il y a des choses incroyables qui se font dans toute l'Europe et qui sont aujourd'hui peu finalement promues, peu connues, etc. Et que des projets européens pour une petite structure, un chantier école ou des choses comme ça pourraient être tout à fait intéressantes et vertueuses. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. À partir du moment où vous avez trouvé des partenaires, vous aurez de toute façon des relais d'appui pour vous aider à monter le dossier. Et peut-être que Susanna, tu peux compléter. Mais moi, j'étais très frileux au départ. Parce que j'avais géré des projets FSE et que c'était l'enfer absolu et que là, même sur des projets Leonardo, je trouvais que les projets Erasmus étaient beaucoup plus simples. Peut-être tu peux compléter, hein, mais dire quand même que c'est pas si compliqué que ça. Ben, oui, effectivement, c'est vrai que par rapport à des projets comme le FSE, enfin des programmes comme le FSE, même si voilà, c'est aussi très bien de pouvoir bénéficier de financement. Enfin, le programme Erasmus+, est quand même beaucoup plus simple, même si ce n'est pas simple non plus. Au début, bien entendu, il y a des fonds, c'est de l'argent public, donc bien, il faut bien quand même comprendre toute cette logique de comprendre justement la mise en place d'un développement, d'un plan de développement européen des compétences ou par rapport,
comment ça s'inscrit dans une, dans une stratégie plus globale au niveau de votre territoire et de vos sujets, hein, que ce soit au niveau de l'orientation, de l'emploi, de la formation, etc. Mais en général, lorsque des structures se sont lancées dans Erasmus+, une fois, la première année, c'est la compréhension un peu de toute cette ingénierie de gestion européenne, mais en général, il y a un goût de revenez-y. Toutes les structures, quand même, très souvent reviennent, et c'est d'ailleurs là où on voit que malgré ces 80% d'augmentation des fonds, il y a une demande qui est de plus en plus importante, et avec beaucoup, beaucoup de structures qui ont commencé justement à mettre un pied dans Erasmus+, et qui souhaitent justement poursuivre ce qu'ils ont entamé avec leurs partenaires. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de relations qui dépasse le strict professionnel. Il y a aussi des relations amicales qui se créent. Et il y a même eu à un moment toute une campagne où c'était les 1 million de bébés Erasmus, parce qu'effectivement, il y a aussi des relations amoureuses qui se créent à travers ces différents échanges. Donc, je pense que vraiment, il ne faut pas se focaliser sur les difficultés, mais plutôt sur les opportunités. Et l'un des éléments, voilà, c'est déjà d'avoir peut-être, voir en interne s'il y a des personnes qui souhaiteraient aussi s'impliquer avec vous dans un projet européen. Vous pouvez aussi, enfin, il y a plusieurs modalités d'entrée, hein, dans le programme Erasmus+. Vous pouvez être partenaire plutôt que coordinateur. Alors, vous allez dire, mais comment on fait? Ben, justement, on va en parler un peu après à travers la plateforme EPAL. Donc, il y a plusieurs modalités qui vous permettent déjà, lorsqu'on est novice et qu'on se dit, ah, ben, tiens, ça m'intéresserait beaucoup d'aller voir ce que font les autres et de m'enrichir aussi à travers des pratiques et des cultures de d'autres pays européens et d'autres homologues européens. Donc, il faut justement ne pas hésiter à se lancer. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pas pour l'instant. Je pense Non, que ça. la question a été bien traitée et qu'effectivement, dans les éléments qu'on va aborder sur la suite du webinaire, il y aura aussi des compléments sur un éclairage sur les procédures. Donc, ça peut aussi compléter ce qui vient d'être dit. N'hésitez pas, j'en profite, hein, écrivez-nous vos Alors, questions de manière à ce qu'on puisse les reformuler à nos intervenants. alors peut-être aussi quelque chose, je vais le partager, hein, mais comme on parle justement des avantages de ces projets, que ce soit de mobilité ou de coopération Erasmus+, nous, à l'agence aussi, enfin, on essaye de démontrer de façon scientifique, on va dire, justement, quelle est la valeur ajoutée européenne de ces projets. Donc, il y a des études qui ont été menées, et un des éléments qui apparaît, notamment, par exemple, pour les projets de mobilité, on pourrait croire que justement des personnes qui vont étudier, se former à l'étranger, que l'un des bénéfices serait les compétences linguistiques, mais en vrai, le premier rapport, ce sont vraiment le développement du réseau professionnel, qui passe même avant les compétences linguistiques pour les professionnels, hein. Par exemple, dans le secteur de l'éducation des adultes, hein, donc ce secteur qui s'adresse justement à toute la formation non formelle et informelle, c'est 84% des personnels qui ont pu bénéficier d'une mobilité en Europe qui ont déclaré avoir étendu leur réseau professionnel. Après, bien sûr, il y a aussi le côté linguistique, et il y a aussi le fait qu'il y ait une reconnaissance au sein de ces structures-là des personnels qui sont partis. Alors, à travers différentes formes, hein, ça peut être aussi à travers l'octroi de nouvelles missions, ça peut être à travers une rémunération. Enfin, voilà, ça, c'est libre à chacune des associations, à chacune des structures de mettre en place ce système de reconnaissance. Mais néanmoins, 64% des personnels ont quand même eu ce ressenti d'avoir reçu une reconnaissance de, de la, de leur mobilité de la part de leur structure. Même si je pense qu'il y a aussi encore un gros travail à faire sur la formalisation de cette reconnaissance-là. Et en termes aussi de projet, alors je voulais repartager mon PowerPoint pour aussi l'impact des projets de partenariat, qu'ils soient simplifiés ou de coopération. Du coup, c'est vrai qu'il y a aussi des études qui ont été menées. Et alors, je vais vous montrer ici quelques chiffres sur l'impact, du coup, sur les personnels qui ont participé à ces partenariats. Et en fait, c'est pareil, on voit quand même que sur une échelle de 0 à 4, les compétences acquises selon les personnels, hein, ce sont eux qui ont déclaré justement leur ressenti par rapport aux acquis de leur participation à des projets de partenariat, c'est la capacité à travailler en équipe, le sens de l'organisation
d'organisation et la capacité d'adaptation. Donc, ça rejoint quand même un peu ce que disait André aussi sur le, 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 le- le fait d'être dans la négociation, le fait de travailler ensemble, le fait aussi de sortir un peu de sa zone de confort. Justement, cette capacité d'adaptation a été fortement, en tout cas, il y a un ressenti comme quoi elle a été fortement développée. Et on voit aussi que, enfin, la prise de décision, quand même 3,10 sur 4, ce qui est quand même un bon score, est aussi un élément qui a été fortement développé par les personnels qui participent à des projets de partenariat. Et finalement, ce sont les compétences linguistiques que l'on voit qui ont été peut-être le moins développées. Alors, c'est pas qu'elles n'ont pas été développées, mais c'est que souvent les personnels ont peut-être eu le ressenti d'avoir beaucoup développé les autres compétences et finalement, ça apparaît moins dans leur ressenti. Donc, on voit quand même que de façon générale, il y a un impact très positif sur, sur les personnels qui participent à ces projets-là, même si c'est parfois du travail, mais derrière, il y a quand même il y a des bénéfices. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer. Je pense que justement, il faut tenter, la prise de risque en vaut la chandelle, comme on dit. Alors justement, comment on fait pour, on veut se lancer, on se dit, ah bah super, j'ai vu les opportunités d'Erasmus+, moi aussi j'aimerais pouvoir participer. Alors, bon, l'un des prérequis quand même, c'est que lorsqu'on veut faire des projets européens, c'est qu'il faut que des partenaires européens, alors partenaires ou ça peut être des structures d'accueil en Europe pour faire de la mobilité. J'aimerais aller faire un job shadowing, enfin un stage d'observation dans une association qui travaille sur l'insertion des migrants en Italie. J'aimerais beaucoup partir 3 jours. Alors, il y a des mobilités de différentes durées aussi pour que ça s'adapte à la réalité du terrain parce qu'on ne peut pas toujours partir 2 semaines. Donc, il est possible aussi de partir sur des périodes courtes. Donc, comment je fais pour justement pouvoir identifier des structures d'accueil qui travaillent dans le champ de l'insertion des migrants en Italie? Alors, vous avez justement une plateforme qui s'appelle la plateforme EPAL. Donc, EPAL, c'est un acronyme, pardon, pour Electronic Platform for Adult Learning in Europe. En fait, c'est la plateforme de coopération pour les professionnels de la formation pour adultes. Pour le coup, nous, sur EPAL, on est vraiment sur formel, non formel et informel des publics de formation des adultes. Et elle a été créée en 2015. En fait, c'est vrai on pourrait dire encore une énième plateforme. Il y en a beaucoup, mais en fait, elle a été créée à la demande des porteurs de projets qui sont donc des professionnels de l'éducation des adultes qui justement indiquait que ben, il n'y avait pas d'outils, pas de plateforme à l'échelle européenne qui pouvait justement favoriser cette coopération-là. Et c'est pourquoi la Commission européenne a développé cette plateforme EPAL qui a différentes opportunités aussi lorsqu'on veut se lancer dans des projets européens. Elle permet à la fois ben, d'avoir des sources d'inspiration. Il y a beaucoup de ressources, des ressources qui sont à la fois intégrées par des acteurs français, mais aussi par des acteurs européens et il y a beaucoup de ressources qui sont traduites. Donc du coup, vous avez accès aussi à de l'information qui est française. Alors tout n'est pas traduit, il y a beaucoup de choses qui sont anglais ou dans les langues d'origine, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont traduites en français ou dans les autres langues des pays d'EPAL, puisque EPAL est présente dans 35 pays. Alors là, c'est une capture d'écran très, comment dire, concrète pour illustrer comment on peut faire pour chercher donc ces partenaires en Europe. Alors c'est un peu comme un système de bons coins, donc c'est assez simple. Donc une fois, vous devez quand même inscrire votre organisation sur EPAL puisqu'il y a quand même des modalités de qualité. Donc votre inscription et votre organisation doivent être enregistrées. Elles sont ensuite validées, par la Commission européenne ou par l'Agence nationale française. On s'assure que ce soit quand même des vraies organisations, qu'il n'y ait pas comment dire, des organisations fictives ou des trolls qui viennent sur la plateforme. Donc, c'est pour aussi juger de la qualité du contenu qui est mis sur EPAL et des personnes qui viennent et des organisations qui viennent sur EPAL. Et ensuite, il y a la possibilité, d'une part, soit de déposer une annonce en disant, ben voilà, moi, j'aimerais faire un projet de partenariat pour travailler sur le handicap avec des projets européens. On aimerait plutôt être partenaire que coordinateur puisqu'on se lance. Est-ce que des personnes souhaiteraient s'impliquer avec nous? Donc ça, c'est une façon déjà
comment dire, de rechercher des partenaires. Et l'autre façon, c'est aussi d'aller voir les annonces qui ont été déposées par d'autres structures européennes. Alors, bien entendu, si la barrière de la langue, enfin, si pour vous la langue est vraiment voilà, une barrière, un frein, il vaut peut-être mieux vous laisser vous déposer votre annonce en français et puis du coup peut-être mieux indiquer que vous souhaitez travailler, que votre langue de travail soit le français et plutôt des partenaires en Belgique, au Luxembourg, mais aussi d'autres avec des personnes francophones. Si vous êtes très à l'aise et que ça ne vous pose pas de problème, alors il vaut mieux mettre l'annonce, en anglais puisque voilà, comme c'est dans 35 pays participants, l'anglais est quand même la langue de travail, généralement dans les projets de coopération européenne. Il y aura peut-être plus de chances aussi, comme dans un bon coin d'avoir des réponses à votre à votre annonce et puis, ça permet aussi d'aller voir justement des personnes qui sont, elles, coordinatrices et qui cherchent des partenaires. Donc elles, quand on est coordinateur, il y a un travail de gestion qui est plus important que celui des partenaires. Donc les partenaires doivent aussi quand même participer, à la gestion, hein. Il y a quand même du reporting et cetera, mais c'est une implication qui est, plus légère par rapport, à l'implication des coordinateurs. Alors justement, quelle est la valeur ajoutée d'EPAL? Donc c'est quand même le plus grand réseau de professionnels de la formation pour adultes en Europe. Il y en a pas d'autres. Alors il y a LinkedIn, mais c'est vrai que LinkedIn, là c'est beaucoup plus large. Alors au début c'était RH, maintenant on trouve, tous les sujets. Mais c'est vrai que sur EPAL, on s'adresse vraiment à un public cible d'acteurs de la formation pour adultes en Europe. Donc lorsque même vous souhaitez diffuser de l'information ou trouver de la formation sur vos sujets, il y aura plus de chances à l'échelle européenne, il y aura plus de chances de trouver, de la formation pertinente, sur EPAL que peut-être que sur LinkedIn. Après voilà, c'est de l'information, à l'échelle européenne. Donc, il y aura toujours voilà, cette notion, il faut garder en mémoire que c'est une plateforme de coopération. Aujourd'hui, c'est une communauté qui est grandissante. Il y a plus de 140 000 professionnels et elle grandit, de façon significative d'année en année. Donc ça montre qu'il y a aussi, un besoin, une envie, une appétence de la part des acteurs européens et puis face aussi à cette augmentation des fonds, notamment sur l'éducation des adultes, il y a aussi un besoin aussi d'aller s'inspirer et aussi d'aller rechercher des partenaires. Donc ça explique aussi qu'on ait de plus en plus de monde qui viennent sur EPAL. Il y a sur EPAL justement des fonctionnalités pour faciliter la gestion de projets européens. Alors ça peut être Erasmus+, mais ça peut être d'autres programmes, Creative Europe, ça peut être aussi sur des fonds structurels comme le FSE, avec d'une part ces modalités pour rechercher des partenaires et il y a aussi des espaces collaboratifs justement pour favoriser les échanges et le partage de documents au sein d'un même endroit. Parce que parfois, justement, lorsqu'on monte un projet, la personne s'en va et la personne qui arrive au sein de la structure, elle se retrouve un peu démunie puisqu'elle n'a pas, eu l'ensemble des échanges, l'ensemble des informations. Là, sur EPAL, vous avez un espace dédié où vous pouvez justement retrouver l'ensemble de ces échanges, partager, le plan, par exemple, le plan de diffusion, le plan de communication, ou alors la fabrication, la co-construction des livrables et cetera. Donc ça, c'est un espace qui est gratuit et qui est mis à disposition de tous les personnes, qui sont, impliquées dans un projet européen. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même plus de 40 thématiques, dans EPAL, hein, qui s'inscrivent aussi dans les thématiques Erasmus+, qui sont souvent autour de l'innovation sociale, qui vont, des seniors, de la reconversion, des transitions professionnelles, les transitions digitales, les transitions numériques et cetera. Enfin, ce sont des priorités qui finalement, correspondent aussi aux priorités, voilà, ce que j'ai aussi indiqué en ouverture, à tous les acteurs de l'emploi, de l'information, de l'insertion, de l'orientation. Donc, il ne faut pas hésiter justement à aller voir des thématiques qui vous intéressent plus particulièrement parce qu'on ne peut pas être intéressé par tout ou en tout cas, on ne peut pas faire une veille sur tous les sujets donc voilà. Et puis voilà, il y a une modération de qualité puisque la modération est réalisée par l'Agence nationale Erasmus+, hein. C'est l'équipe EPAL dont je fais partie qui gère justement, les qualités des informations qui sont chargées sur EPAL. C'est aussi, une plateforme qui est disponible dans 23 langues et 35 pays, donc ça peut être aussi et donc avec des traductions en anglais, donc ça peut être aussi une façon de développer ses compétences linguistiques, hein, de s'acculturer justement à cet environnement, européen et puis de commencer à lire des textes en anglais pour aussi mieux s'inspirer après dans les communications que l'on va faire avec ses partenaires.
Et enfin, un élément, mais non des moindres, par rapport à d'autres plateformes, c'est vrai que alors c'est une plateforme qui est gratuite d'une part, qui a vraiment cette notion de service public. Il y a pas de publicité, donc vous n'allez pas retrouver des grandes bannières pour faire la promotion de chaussures, j'en sais rien, de voyages, et de la même façon, les données des personnes qui sont sur la plateforme sont sécurisées, donc il n'y aura pas non plus l'envoi de liens sur vos adresses mail personnelles ou professionnelles, vers de la publicité, voilà, de voyages, de chaussures, de je sais pas, de tout ce qui peut, concerner votre vie privée. Il y a vraiment un vrai respect des données, de la data qui est intégrée sur Epal. Donc ça, je pense que c'est un élément qui on est de plus en plus pollué justement par ces éléments-là. Et ben là, justement, il y a une vraie volonté et c'est pour ça aussi que ça nécessite une inscription, de protéger les usagers qui sont sur Epal de toute cette toxicité, commerciale de la data. Alors Alors nous, j'en au j'en niveau, profite juste parce qu'on était sur l'inscription, il y a une petite question sur ce sujet-là, ouais, qui revient à ce que vous avez évoqué tout à l'heure quand on avait dit que l'approche, elle était structurelle. Petite question opérationnelle, est-ce que l'inscription doit automatiquement se faire pour le compte d'une organisation ou est-ce qu'il peut y avoir une inscription personnelle sur Epal, par rapport à EPAL? Ouais. oui, non, alors justement, il y a une volonté que ce soit plutôt des, des inscriptions personnelles, hein. Après c'est vrai que si vous cherchez des partenaires, ben, c'est pas vous qui allez déposer le projet, enfin, c'est peut-être vous avec, d'autres personnes de votre structure, ça peut être qui vont déposer le projet, mais pour leur structure. Après, la veille que vous allez faire sur Epal si vous souhaitez partager de l'information, peut très bien, et c'est même mieux, c'est justement pour, qu'il y ait une, comment dire? Une liberté de parole et des sujets que l'on a envie d'aborder, qu'il y a une individualisation des inscriptions. Alors j'espère que j'ai été, assez claire. Merci, non, Hem c'était très clair, merci beaucoup. Merci Alexia. Et du coup, voilà, on essaye aussi, nous, à l'Agence nationale française et le bureau, EPAL français qui se trouve à l'agence, d'apporter justement des éclairages, européens sur des thématiques actuelles. Vous avez ici des exemples qui sont justement avec le lien, ce sont des web émissions en fait d'1 heure et demie pour, apporter de l'information très concrète. Alors à la fois, il y a des personnes de la Commission européenne qui viennent un peu parler des enjeux européens. Ça peut vous aider aussi parfois lorsque l'on écrit des candidatures, on demande toujours quel est le contexte, quels sont les besoins, à quels enjeux vous voulez répondre à travers ce projet-là. Donc ça peut vous donner un peu quelques informations plus générales, hein, dans quoi peuvent s'inscrire les projets européens. Et puis, il y a aussi des exemples de témoignages de terrain, donc c'est très important, hein, puisque les porteurs de projets sont des personnes qui sont sur le terrain, des praticiens, des formateurs, des éducateurs, des médiateurs, des personnes qui sont extrêmement dynamiques et qui, parfois, ben, se retrouvent face à des problèmes, importants et qui justement se lancent dans ces projets-là pour essayer de trouver des solutions. Donc il y a quand même une ADN très positive et donc voilà, nous on essaye, de les mettre en avant, de mettre en avant ce qu'ils font dans ces projets européens, quelles solutions, ces projets-là, peuvent apporter. Donc voilà, je vous invite à aller regarder selon les thématiques qui vous intéressent, notamment, on avait fait, elles sont très récentes, donc là, fin de l'année dernière, une sur les métiers de la transition écologique, sur, les compétences vertes et verdissantes, donc avec justement un témoignage de Ludovic Bertrand, qui est responsable aussi du réseau des Cariforef et qui est venu me parler des expérimentations aussi qui se font au niveau territorial. Le prochain éclairage thématique EPAL, aura lieu le 9 juillet, portera justement sur, comment l'éducation et la formation peuvent, contribuer à justement la construction d'une, intelligence artificielle, éthique ou responsable. Et est-ce que c'est possible déjà? Donc voilà. Alors je vais poursuivre, mais peut-être, voilà, si vous devez retenir quelque chose aussi de cette, de ces interventions avec André, c'est que vraiment Erasmus+, ben, c'est beaucoup d'opportunités pour développer vos compétences, développer, votre réseau, et que voilà, c'est selon justement qu'on soit expérimenté dans le programme, mais aussi pour les nouveaux acteurs qui souhaiteraient se lancer, pour des personnes aussi qui souhaiteraient, bénéficier de ces mobilités-là. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Il y a de plus en plus de modalités, justement pour simplifier, l'entrée dans le programme Erasmus+, avec différentes modalités de gestion
gestion, pour différents types de structures, des petites, des moyennes, des grandes, plusieurs actions, soit faire juste, c'est très bien aussi d'aller faire de la mobilité à l'étranger. Puis ça permet aussi, quand on va faire par exemple un stage d'observation à l'étranger, bah, de développer son réseau et puis peut-être pour après justement monter un projet de partenariat simplifié, puis après un projet de coopération. C'est vrai que c'est un processus qui peut aller voilà, d'actions plus petites à des actions plus importantes. Il y a aussi, voilà, il y a du budget, donc c'est important de le dire, hein, sur le secteur de l'éducation des adultes. Il y a des financements qui sont en augmentation encore l'année prochaine, hein, enfin cette année et l'année prochaine, et qui sont sous-consommés sur les projets de mobilité de l'éducation des adultes, justement pour aller voir comment les acteurs de l'insertion travaillent sur les mêmes sujets que vous, mais dans d'autres pays. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner et à se lancer. Et puis voilà, comment on peut faire pour s'inspirer, pour trouver des organismes partenaires en Europe, ben, vous avez justement cette plateforme qui est gratuite, sécurisée et justement, vous pouvez très bien vous inscrire, déposer une annonce et puis après ne pas l'utiliser de façon, régulière. Elle est vraiment là pour, s'adapter à vos besoins, que ce soit, justement juste pour trouver de l'information, sans même vous lancer dans un projet européen ou pour lorsqu'on veut aller plus loin et se lancer. Donc heu, donc voilà, vous avez ici plusieurs ressources qui sont mises à disposition. Pour voir justement d'autres façons de présenter, j'ai essayé de faire une version très simplifiée, mais il y a multiples façons de présenter le programme Erasmus+. C'est un programme qui est extrêmement riche, donc vous avez ici le lien justement pour, le guide Erasmus+, hein, qui, est vraiment le comment dire? La publication de références avec l'ensemble des règles, des publics et cetera à l'échelle européenne, toutes les thématiques bien décrites. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce document-là. Vous avez ici un lien vers le site Mon projet Erasmus+, c'est le portail national français pour, toute personne qui souhaite, déposer, enfin toute, structure qui souhaite déposer une candidature Erasmus+. Donc là, vous avez le lien direct, le lien vers la plateforme Epal et puis voilà, une brochure qui explique un petit peu, de façon un petit peu plus détaillée sur le secteur de l'éducation des adultes, quelles sont les opportunités, pour les publics qui souhaitent, justement en bénéficier. Donc vous avez également mes coordonnées, donc n'hésitez pas, voilà, à me contacter. André aussi, voilà, si jamais vous avez des questions pour André, je pourrais, vous mettre en relation, avec André, hein, ou André, enfin on s'arrangera et puis si c'est pas moi la bonne personne au sein de l'agence nationale, on travaille nous aussi en bonne collaboration au sein de l'agence. Donc je n'hésiterai pas à vous mettre aussi en lien avec les personnes, pertinentes selon vos questions. Donc voilà, on est là aussi pour répondre à vos questions et mieux vous accompagner comme l'a dit, André tout à l'heure, donc faut pas hésiter à revenir vers moi. Donc voilà, est-ce que André, tu veux peut-être, aussi dire quelque chose? Je vais arrêter le partage, mais Je voudrais juste peut-être parler de la plateforme EPAL en tant que praticien en termes de structure. C'est-à-dire, je pense que c'est vraiment 35 pays traduits par plusieurs langues. Moi, j'utilise beaucoup dans mes articles blog la plateforme EPAL pour relayer mes articles et ça a un écho très impressionnant en fait, hein. Le simple fait qu'il puisse être traduit. C'est vraiment très impressionnant. Donc, ça veut dire que c'est aussi un moyen à la fois une espèce de ressourcerie pédagogique qui est incroyable. C'est-à-dire, si je cherchais des idées, par les thématiques, on trouve plein d'articles tout à fait pertinents. La deuxième chose, c'est que c'est un amplificateur de réseau incroyable. C'est-à-dire que là aussi, vous pouvez assez facilement, finalement, vous connecter avec des gens que vous aurez jamais l'occasion de rencontrer. Sauf par hasard, quoi. Et EPAL, c'est quand même un lieu pour tisser des réseaux tout à fait incroyables. Le fait de produire un peu intellectuellement quelque chose, même si c'est destiné à des professionnels, ça oblige aussi les structures à formaliser, à réfléchir, à organiser, à transmettre leur savoir et à finalement augmenter leur notoriété dans l'environnement. Donc, il me semble que, à la fois pour les structures et pour les professionnels, il y a un vrai enjeu à utiliser la plateforme EPAL. Et comme tu l'as très bien dit, c'est une plateforme qui n'a pas d'ambition autre que de créer de la solidarité entre professionnels. Et il me semble que ça, c'est suffisamment rare dans le monde dans lequel on est pour l'utiliser au mieux. Voilà. merci André. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions?
Pas de questions, des remerciements pour la présentation, intéressante et riche d'informations. On laisse encore une petite minute si vous avez une question avant la clôture, puisque on est très proche de midi. Mhm. Effectivement, il y a eu beaucoup de données et je rappelle, je l'ai noté dans le chat, hein, que vous aurez, une infographie de synthèse et que les liens, les ressources qui ont été évoquées sont intégrés, dans cette infographie. Peut-être juste que je peux ajouter, c'est que là, pour les candidatures, alors c'est un peu tard, mais c'est jusqu'au 20 février pour les projets de mobilité et il me semble le 5 mars, enfin c'est début mars en tout cas, mais vous avez toutes les informations sur les ressources pour les projets de partenariat et de coopération. Vous pouvez néanmoins déjà peut-être ne serait-ce que télécharger le formulaire de candidature parce que je pense que c'est un très bon indicateur pour voir quels sont les attendus et le travail demandé et les besoins, et comment vous allez, devoir vous organiser si vous souhaitez candidater l'année prochaine. Donc c'est un bon exercice, même si là, voilà, on n'a toujours pas de partenaire, et on se dit: «Ah ben non, c'est trop tard». Ben, n'hésitez pas quand même à aller voir, justement ce formulaire, parce que ça vous permettra aussi après derrière de vous mettre en ordre de marche, ça vous toute une année pour, trouver des partenaires, mieux travailler ensemble ou, des structures d'accueil si vous souhaitez plutôt, participer à des stages d'observation avec vos collègues. Faire aussi peut-être un recensement des collègues qui souhaiteraient aussi se disent: «Bah, peut-être vous lancer dans l'aventure Erasmus+ avec vous, c'est toujours mieux d'être, voilà, c'est très important d'être à plusieurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi ces formulaires-là, même si, c'est déjà un peu tard, mais je pense qu'au contraire, c'est même, très bien pour anticiper le travail et mieux organiser le travail. Et vous aurez moins le ressenti d'avoir beaucoup de travail d'un coup, puisque l'anticipation, c'est aussi la clé de d'une bonne organisation. Voilà. En tout cas, Alors merci beaucoup, j'étais ravie du d'intervenir. du coup, vous avez été entendu parce qu'on a tout de suite la question: «Mais où est ce formulaire?» Donc c'est sur mon projet, Erasmus+. Et là, vous avez alors c'est pas, il y a selon le secteur, selon donc peut-être aller voir le secteur de l'éducation des adultes, ou de l'enseignement et la formation professionnelle si vous êtes plutôt, formation professionnelle continue. Mais il y a plus d'argent, je tiens à le signaler, hein, aussi sur l'éducation des adultes. Donc si jamais vos sujets s'insèrent, sur ces thématiques-là, je vous conseille de si vous devez télécharger un ou 2 formulaires, d'aller sur ce secteur-là. Parfait. Bien, écoutez, je pense qu'on va arriver à la clôture si on n'a pas d'autres questions. Ben, tout d'abord, je remercie infiniment nos deux invités, Susanna Majeur et André Chauvet, pour cette intervention, puis donc ce témoignage. Eh bien, merci aussi pour les ressources que vous avez évoquées parce qu'elles sont extrêmement riches. Ça nous permet aussi de mieux comprendre ben, la formalisation d'Erasmus et puis d'EPAL, donc, et de pouvoir identifier au mieux les ressources adéquates. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bon appétit, c'est bientôt, l'heure du Alors déjeuner, donc j'étais Voilà, ravie en tout cas d'intervenir avec André. Merci Merci à vous. André d'avoir Merci donné à de vous. ton temps précieux avec moi. Alors, C'était un vous avez les plaisir. À remerciements d'un bientôt. certain nombre de participants qui sont en train de remercier dans le Merci pour votre chat, écoute. sur, l'intérêt et sur, la richesse des éléments. Donc avant de vous quitter, juste un petit rappel, dès que nous allons, terminer le webinaire, vous allez avoir une petite enquête qui s'ouvre avec quelques petites, questions, qui nous permettent d'être dans une logique d'amélioration continue, et éventuellement de nous proposer un thème pour un prochain rendez-vous de temps fort. Donc, n'hésitez pas, prenez 1 ou 2 minutes pour, la compléter, c'est très important pour nous et ça vous permet aussi d'avoir une programmation qui corresponde, à vos besoins et à vos attentes. Et je me joins aux remerciements, vraiment c'était intéressant et très clair surtout donc quand on a ces 2 volets-là, ça permet, de ressortir grandi, du webinaire. complètement. Eh bien, merci encore donc à nos intervenants. Et puis, eh bien, les temps forts continuent, hein. Donc, le prochain épisode sera consacré au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, donc pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Et le numéro 8 sera dédié ben, à revisiter le bilan de compétences, donc prochainement. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. À bientôt sur les temps forts, au revoir.